La fortune nette de cette femme s'élève à 28 milliards de dollars, dont 13 milliards proviennent de la vente de bonbons. Elle a également consacré plus de 700 millions de dollars à des œuvres caritatives. Ces magnats milliardaires, souvent qualifiés d'extravagants, sont au cœur des discussions en Europe. Stéphane Quant, bien qu'en bas de la liste des fortunes, possède un patrimoine net qui force l'admiration. Il doit toute sa richesse à une décision judicieuse de son père, prise sur son lit de mort. Quant à hériter de plus de 177% de BMW, la marque automobile que son père avait sauvée de la faillite dans les années 50. 177% d'une marque automobile en plein essor représente une somme colossale et on pourrait penser que Stéphane Quant nageait déjà dans l'argent. Cependant, il ne s'est pas contenté de cette fortune. Il a décidé d'investir environ 10% de ses fonds supplémentaires dans des actions, ce qui lui a permis de détenir 24% de BMW en un temps record. Avec près d'un quart des actions de l'entreprise sous son contrôle, il est automatiquement devenu membre du conseil de surveillance en 1997. Alors que Quant continuait d'ascensionner dans l'échelle de la richesse, il s'est retrouvé à parler en termes de milliards de dollars sans avoir à fournir beaucoup d'efforts. Mais sa fortune allait encore s'accroître. Tout a commencé avec ce qui semblait être une tragédie, la mort de sa mère. Cependant, ce décès a augmenté sa part des droits de vote de moins de 10% à plus de 34%, déclenchant une offre publique d'achat obligatoire 3 ans plus tard. Quant est ainsi devenu le plus grand actionnaire individuel de BMW, ce qui représente 16,6 milliards de dollars dans son compte en banque. Mais ce n'est pas tout. Quant a également hérité d'importantes participations dans d'autres entreprises grâce à son père. Depuis les années 1980, son père dirigeait plusieurs grandes entreprises en Europe et n'avait jamais manqué une occasion d'acquérir des parts dans ces sociétés. Ainsi, à la fin de sa vie, il a légué à Quant un patrimoine comprenant 76% d'une petite entreprise d'approvisionnement en électricité et d'équipements de recharge pour téléphone portable, 87% de Logwin AG, une société de logistique et de fret, et 100% de CEDO, une entreprise spécialisée dans la production de sacs de congélation, de films plastiques, de papier d'aluminium, de sacs poubelles et de filtres à café. Avec tout cela, il est logique que Stéphane Quant figure sur la liste des personnes les plus riches d'Europe selon Forbes, avec une fortune nette de 20 et 1,6 milliard de dollars en décembre 2024. Cela soulève néanmoins une question. Que fait-il de tout cet argent ? Bien que sa fortune ne soit pas surprenante compte tenu des actions que ses parents lui ont léguées, ce qui étonne, c'est son mode de vie extrêmement discret. Malgré son mariage avec Catherine, une ingénieure logicielle et milliardaire à part entière, Stéphane vit paisiblement dans une villa à Francfort, en Allemagne. Cependant, son engagement caritatif est tout sauf discret. Après les élections de 2013, Quant, avec sa mère et sa sœur, a fait un don de 690 000 dollars à l'Union chrétienne démocrate, CDU. 4 ans plus tard, il a également offert 50 000 dollars à la CDU et au Parti libéral-démocrate, FDP, avant les élections de 2017. Stéphane Quant incarne ainsi un paradoxe. Une immense fortune associée à une vie simple, mais un impact caritatif et politique significatif. Stéphane Quant n'est peut-être pas le typique magnate milliardaire avec des villas, des voitures de luxe et des yachts dispersés à travers le monde. Cependant, lorsqu'il s'agit de la manière dont il dépense son argent, ses priorités et ses valeurs sont claires comme le jour. Il en va de même pour sa sœur, qui figure juste à côté de lui dans la liste des milliardaires, Suzanne Klatten. Suzanne Anna Klatten est une milliardaire allemande, fille de Herbert et Johanna Quant, et bien sûr, la sœur cadette de Stéphane Quant. Ce qui distingue Suzanne, c'est qu'elle est non seulement plus âgée que Stéphane de 4 ans, mais aussi plus riche. Lorsque leur père était sur son lit de mort, elle a hérité de 50,1% de ses parts dans Altana, une entreprise spécialisée dans les produits pharmaceutiques et chimiques, ainsi que de plus de 19% des actions de BMW. Avec plus de la moitié des parts de l'entreprise à son nom, elle siège au conseil de surveillance d'Altana et a prouvé qu'elle méritait amplement cette position prestigieuse. Quelques mois seulement après avoir rejoint le conseil d'administration, elle a transformé Altana en une entreprise de classe mondiale. En 2006, Altana a vendu sa division pharmaceutique à Nicomed pour 4,5 milliards d'euros, ne conservant que son activité chimique. Les bénéfices ont été distribués aux actionnaires sous forme de dividendes et c'est à ce moment-là que Suzanne a fait son apparition dans la liste des milliardaires européens. Bravo à elle. L'entreprise est restée cotée en bourse et son nom figure toujours parmi les principaux actionnaires. La fortune nette de Klatten a augmenté de plusieurs milliards de dollars, mais il semble qu'elle ne compte pas s'arrêter là. Avec une fortune nette atteignant des milliards de dollars, Suzanne a décidé de passer à la vitesse supérieure en 2009. Elle a investi plusieurs millions de dollars supplémentaires pour acquérir les actions qu'elle ne possédait pas encore, finissant par détenir 100% d'Altana.
Alors que l'entreprise prospérait, sa fortune personnelle a également augmenté. Et elle peut aujourd'hui se targuer d'une fortune nette colossale de 27,4 milliards de dollars. Cependant, tout comme son frère, Suzanne a des goûts particuliers en matière de dépenses. Au-delà des voitures de luxe et de quelques résidences somptueuses qu'elle occupe rarement, Suzanne est passionnée de snowboard. Durant une grande partie de sa vie adulte, elle a pratiqué le snowboard en Autriche ou joué au golf sur certains des meilleurs parcours d'Europe. En fait, elle a dépensé plusieurs millions de dollars pour acquérir certains de ces magnifiques terrains de golf, simplement pour son plaisir personnel. Bien que Suzanne et son frère n'aient pas eu à faire grand-chose pour figurer sur la liste des milliardaires, grâce à l'héritage laissé par leurs parents, ils ont su gérer et faire fructifier leur patrimoine avec brio. Leur style de vie, bien que discret, reflète une philosophie où la passion et les valeurs personnelles priment sur l'étalage ostentatoire de richesse. Le prochain milliardaire de notre liste a une histoire bien différente à raconter. François Pinault, un magnate français qui a grandi dans les campagnes de France, a commencé sa carrière en travaillant pour l'entreprise familiale de bois, après avoir quitté l'école à l'âge de 16 ans. Cette expérience a jeté les bases de son empire. Après la guerre d'Algérie, il a fondé sa première entreprise de négoce de bois, un premier pas qu'il a finalement propulsé dans le classement de Forbes. La chance semble avoir souri à Pinault, car son entreprise de bois a prospéré au point qu'il a pu racheter d'autres sociétés en difficulté financière. À cette époque, Pinault SA a acquis de petites entreprises en faillite, les restructurant avec succès. En octobre 1988, Pinault SA a été introduite en bourse sur le marché parisien, une étape majeure qui a marqué un tournant dans sa carrière, et il en a tiré le meilleur parti. Au début des années 1990, François Pinault a commencé à acquérir des participations dans de grandes entreprises. En 1992, il a fondé sa société holding, Artemis, contrôlée par Pinault. Sous sa direction, Artemis a acheté le magazine d'actualité Le Point en 1997, la maison de vente aux enchères Christie's un an plus tard et une entreprise de yachts de luxe fin 2015. La même année, il a également acquis le club de football français En Avant Guingamp, investissant des millions de dollars dans le club. En septembre 2023, il a fait l'acquisition de 53% de l'agence artistique Creative Artists Agency pour la somme colossale de 7 milliards de dollars. Bien que François Pinault ait bâti sa fortune initiale grâce au négoce de bois, il a progressivement recentré ses activités sur le secteur du luxe. Il a dépensé 3 milliards de dollars pour acquérir plus de 40% de Gucci, marquant ainsi son entrée dans l'industrie du luxe. Il a ensuite investi des milliards supplémentaires dans des marques prestigieuses comme Saint-Laurent, Boucheron, Alexander McQueen et même Balenciaga. Imaginez la puissance de ce portefeuille de marques emblématiques réunies sous son égide. Grâce à ces acquisitions stratégiques, la fortune nette de François Pinault est passée de presque rien à 4,1 milliards de dollars. Cependant, pour Pinault, l'argent n'est jamais trop. Cette philosophie se reflète dans ses dépenses somptueuses où chaque acquisition immobilière représente un investissement majeur. Par exemple, en 2013, il a acheté l'île de Thérouanne, puis a investi des millions de dollars dans une rénovation qui a duré 5 ans. En 2012, il a acquis la villa Greystones à Dinard, ainsi que l'hôtel de Crillon à Paris, situé sur la prestigieuse place de la Concorde. L'achat de l'hôtel de Crillon, estimé à 80 millions d'euros, est considéré comme l'une de ses transactions les plus emblématiques en France. Pinault ne s'est pas arrêté là. Il est également propriétaire de l'hôtel Château de la Messardière à Saint-Tropez et de l'hôtel Schlosshotel Kronberg en Allemagne. Mais son ambition ne connaît pas de limite. Il a même acquis le palais Grassi à Venise, un lieu historique qu'il a fait rénover par un architecte japonais de renom. C'est dans ce palais qu'a eu lieu, en 2006, la première exposition de sa collection d'art personnel. François Pinault incarne ainsi l'ascension d'un homme parti de rien pour bâtir un empire dans le luxe, l'art et l'immobilier. Son parcours, marqué par des acquisitions audacieuses et des investissements judicieux, continue d'inspirer et de fasciner. Un an plus tard, le conseil municipal de Venise a offert à François Pinault un vaste terrain laissé à l'abandon depuis 30 ans pour y exposer sa collection d'art. Cette donation a ajouté environ 5000 mètres carrés à l'espace déjà impressionnant du Palazzo Grassi à Venise. Outre sa passion pour les actions et l'immobilier, Pinault est également un collectionneur d'art chevronné. Il a fait l'acquisition de sa première œuvre majeure, Cure de Fir de Paul Sérusier, en 1980. Depuis, il a constitué une collection d'art du XXe siècle comprenant des pièces de maîtres comme Mondrian et Picasso. La passion de Pinault pour l'art est telle qu'en 2023, sa collection personnelle compte environ 10 000 œuvres représentant plusieurs générations d'artistes. Selon les rapports, Pinault possède l'une des collections d'art privé les plus vastes et les plus précieuses d'Europe.
Parmi ses pièces les plus remarquables figurent Le cœur du bon samaritain, une œuvre qui symbolise à elle seule l'ampleur de son engagement artistique. Bien que Pinault ait dépensé des sommes astronomiques pour des objets d'art et des biens immobiliers, il a également consacré une part importante de sa fortune à des causes philanthropiques. Dès 1990, suite à un incendie dévastateur dans la forêt de Pontivy en Bretagne, Pinault a immédiatement fait un don de plusieurs millions de dollars pour soutenir les efforts de reboisement. Une décennie plus tard, il a apporté un soutien financier conséquent aux îles touchées par la marée noire après le naufrage du pétrolier Erika en 1999. En 2018, il a également contribué de manière significative à la restauration de la maison de Victor Hugo à Guernesey. Mais son geste le plus marquant reste sans doute le don de 100 millions d'euros pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris après l'incendie d'avril 2019. Aujourd'hui, François Pinault n'est pas seulement connu pour être un milliardaire détenant des centaines d'actions dans des entreprises prestigieuses. Il est surtout reconnu pour ses actions philanthropiques à travers l'Europe. Cependant, tout ce qu'il a accompli jusqu'à présent pourrait sembler modeste comparé au prochain milliardaire de notre liste, Dieter Schwartz. Dieter Schwartz est un entrepreneur et milliardaire allemand, propriétaire du groupe Schwartz. Ancien président et PDG des chaînes de supermarchés Lidl et Kaufland, Schwartz a rejoint l'entreprise familiale fondée par son père Joseph Schwartz en 1773. C'est sous sa direction que la société a ouvert son premier supermarché discount. 4 ans après ce lancement, son père est décédé, laissant Dieter Schwartz à la tête de l'entreprise. Devenu PDG, il a rapidement étendu les activités du groupe au-delà des frontières allemandes, transformant Lidl en un géant mondial de la distribution. L'entreprise s'est développée pour devenir le plus grand détaillant d'Europe, avec 12 000 supermarchés et un chiffre d'affaires annuel colossal de 120 et 1 milliard de dollars. Sans surprise, la fortune personnelle de Dieter Schwartz n'a cessé de croître, atteignant une estimation de 42,9 milliards de dollars. Cependant, ce qui était frappant chez Dieter Schwartz, c'est son choix de vivre une vie extrêmement discrète et privée, malgré l'immense richesse qu'il possède. Sans aucun doute, il mène une existence luxueuse, mais il excelle à la garder à l'abri des projecteurs et des médias. En fait, sa vie est si privée qu'il n'accorde jamais d'interview et seulement 3 photos de lui existent sur Internet. Pourtant, une chose qu'il ne peut pas cacher, c'est son engagement philanthropique. Au sommet de ses bonnes actions figure le don de 99,9% des actions de son entreprise après avoir quitté la direction en 1999. Oui, donner près de 100% de sa fortune est incroyable. Mais que dire de l'homme qui a amassé des milliards simplement en vendant des bonbons ? Giovanni Ferrero, le prochain milliardaire de notre liste, est un écrivain et entrepreneur italien qui doit toute sa fortune à l'entreprise de confiserie qu'il a héritée de ses parents, Maria Francafisolo et Michele Ferrero, propriétaire du groupe multinational Ferrero. Après la mort de son père, la direction de l'entreprise a d'abord été assumée par son frère aîné, mais Giovanni a dû prendre les rênes de Ferrero SpA après le décès tragique de son frère, Pietro Ferrero, en 2011. Grâce à la vente de douceur, Forbes estime la fortune nette de Giovanni Ferrero à environ 38,9 milliards de dollars en 2024. En 1997, il est devenu co-directeur général de Ferrero aux côtés de son frère Pietro. Cependant, en avril 2011, après la mort de son frère dans un accident de vélo en Afrique du Sud, il est devenu l'unique directeur général du groupe Ferrero. Selon le magazine économique américain Forbes, Giovanni Ferrero a assumé le rôle de président exécutif de l'entreprise en 2015, cumulant les fonctions de directeur général et de président pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'il engage Lapo Civiletti pour reprendre le poste de directeur général en 2017. Alors que l'entreprise grandissait en taille et en revenus, Giovanni a investi des millions de dollars pour acquérir l'activité de confiserie de Nestlé aux États-Unis. Cet accord a transféré la propriété des marques Butterfinger et Baby Ruth au groupe Ferrero. Avant cela, Ferrero possédait déjà des marques emblématiques comme Kinder Bueno et Tic Tac. Avec ses machines à générer des profits et travaillant sans relâche, le groupe Ferrero affiche fièrement un chiffre d'affaires annuel de 13 milliards de dollars, uniquement grâce à la vente de confiseries. Giovanni Ferrero vit certainement comme s'il gagnait réellement de l'argent sucré. Par exemple, il ne se rend pas au bureau en voiture lorsqu'il veut apparaître. Il préfère survoler la ville dans son hélicoptère de luxe. Avec le siège social de son entreprise situé dans le nord-ouest de l'Italie et sa somptueuse villa à Monte-Carlo, Giovanni aime faire des entrées remarquées depuis le ciel. Au-delà de l'étalage de sa richesse, Giovanni est un milliardaire qui laisse libre cours à sa créativité. Il a écrit et publié 2 romans et il est également l'auteur d'un best-seller sur le marketing, destiné à ceux qui souhaitent exploiter son expertise et, pourquoi pas,
devenir milliardaire en vendant des douceurs. Parler de devenir milliardaire en vendant des choses aussi improbables que des bonbons, voilà qui est fascinant. Le prochain milliardaire de notre liste occupe une place de choix dans le classement des fortunes mondiales, Françoise Bettencourt-Mayer. Cette femme d'affaires française, philanthrope, écrivaine et milliardaire, est également la petite-fille du fondateur de L'Oréal. Avec une fortune nette estimée à 80,5 milliards de dollars en novembre 2024, elle doit principalement sa richesse à ses 33% de participation dans le géant des cosmétiques. Forbes la classe comme la femme la plus riche du monde. Fille unique et héritière de Liliane Bettencourt, Françoise est la petite-fille d'Eugène Schueller, le fondateur de L'Oréal. Bien qu'elle ait siégé au conseil d'administration de L'Oréal depuis 1997, sa fortune a véritablement explosé 20 ans plus tard, après le décès de sa mère. Elle a alors découvert que ses investissements, notamment via la holding familiale Tethys Invest, ainsi que la valorisation élevée des actions L'Oréal en bourse, avaient triplé sa richesse. Aujourd'hui, elle préside la fondation familiale où elle a consacré plus de 700 millions de dollars au financement de projets scientifiques et artistiques en France. Françoise Bettencourt-Mayer s'est également engagée à hauteur de 226 millions de dollars pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris après l'incendie dévastateur de 2019. Cette décision a suscité des réactions mitigées à travers le monde. Si certains y voient un acte de générosité, d'autres l'attribuent à sa foi catholique profondément enracinée. Née dans une famille catholique, Mayer est l'une des rares milliardaires à afficher ouvertement sa dévotion religieuse. Elle a d'ailleurs écrit un livre sur le judaïsme, les tribus d'Israël, la généalogie d'Adam et Ève, ainsi que des commentaires sur la Bible. Passons maintenant à Amancio Ortega, un nom qui résonne dans l'industrie de la mode. Ce milliardaire espagnol est le fondateur de la marque emblématique Zara. Il est également l'ancien président du groupe Inditex, célèbre pour ses chaînes de vêtements et accessoires comme Zara, Bershka et Massimo Dutti. Considéré comme un pionnier de la mode rapide, Ortega a vu sa fortune nette estimée à 134,5 milliards de dollars en septembre 2024, faisant de lui le deuxième homme le plus riche d'Europe. À noter qu'en 2015, il a brièvement détrôné Bill Gates en tant qu'homme le plus riche du monde, bien que cela n'ait duré qu'un mois. En 1975, Amancio Ortega a ouvert le premier magasin Zara avec sa femme Rosalia Mera. Ensemble, ils ont bâti un empire qui a propulsé leur famille dans le cercle des milliardaires. En 2009, Zara est devenue une partie du groupe Inditex dont Ortega détient 59%. Avec plus de 6000 magasins à travers le monde et des marques comme Zara Home, Pull, Hébert et Stradivarius, le groupe emploie plus de 92 000 personnes. En 2011, Ortega a annoncé son intention de prendre sa retraite d'Inditex, confiant les rênes de l'entreprise à Pablo Isla, alors vice-président et directeur général. Amancio Ortega incarne à la perfection l'ascension fulgurante d'un homme parti de rien pour révolutionner l'industrie de la mode. Sa capacité à anticiper les tendances et à démocratiser la mode a fait de lui une légende vivante du monde des affaires. Cependant, son départ de la direction de l'entreprise n'a pas vraiment affecté sa fortune. Après tout, il détient toujours entre 60% et 65% des parts de la société. En réalité, un an après avoir quitté ses fonctions, il a fait un don de 21 millions d'euros à Caritas Internationalis, une organisation caritative catholique romaine. Il a également acquis la tour Picasso à Madrid, ainsi qu'un complexe résidentiel et hôtelier, l'Epic Hotel à Miami, en Floride. En juillet 2017, lors de la deuxième édition des prix AE, Association Española de Fundaciones, Amancio Ortega a été récompensé dans la catégorie Initiative philanthropique pour avoir fait un don de 300 millions d'euros afin de lutter contre le cancer en Espagne. Grâce à cet investissement, 440 machines de détection du cancer ont été achetées. Et le nombre d'hôpitaux publics espagnols équipés de machines de radiothérapie est passé de 20 à 70. Outre les milliards qu'il consacre à des œuvres caritatives, son portefeuille immobilier comprend des propriétés prestigieuses comme le bâtiment Hawaii à Manhattan et le Southeast Financial Center. En 2019, sa société a finalisé un accord de 72,5 millions de dollars pour un hôtel situé en plein cœur de Chicago après avoir acquis un immeuble dans le quartier des affaires de Washington et 2 bâtiments de bureaux à Seattle. Pourtant, malgré toutes ses propriétés luxueuses et coûteuses, Ortega vit avec sa femme dans un appartement modeste en Espagne. Ses goûts luxueux se manifestent davantage à travers son yacht, le Drizzle, et son jet privé, un Gulfstream G650. En effet, ce milliardaire en tête de liste sait comment maintenir et accroître sa richesse par tous les moyens. Il s'est même donné le surnom de Destructeur Bernard. En tête de notre liste se trouve Bernard Arnault, un homme d'affaires, investisseur et collectionneur d'art français. Il est le président fondateur et PDG de LVMH,
la plus grande entreprise de luxe au monde. Arnault est l'une des personnes les plus riches de la planète, avec une fortune nette estimée à 99,7 milliards de dollars selon Forbes et 28 milliards de dollars selon l'indice Bloomberg des milliardaires en septembre 2024. Arnault a fait son entrée dans le monde du luxe en 1984 lorsqu'il a racheté le groupe textile et de distribution Boussac-Saint-Frères, une entreprise en difficulté à l'époque. Par chance, il ignorait que cette acquisition incluait également la maison de couture prestigieuse Christian Dior. Il a relancé Dior et vendu d'autres actifs pour réaliser des profits. Il a joué un rôle clé dans la création de LVMH, Louis Vuitton, Moët Hennessy, un conglomérat mondial du luxe qu'il a formé en fusionnant Louis Vuitton avec Moët Hennessy grâce à une série d'acquisitions et d'investissements stratégiques. Sous sa direction impitoyable, LVMH est devenue une entreprise leader dans l'industrie du luxe, se diversifiant rapidement dans des domaines tels que la joaillerie, la mode, les montres et les vins. Grâce à son sens aigu des affaires, LVMH est devenue la plus grande entreprise en termes de capitalisation boursière dans la zone euro. L'histoire de cette ascension fulgurante commence en juillet 1988, à une époque où l'industrie du luxe connaissait une transformation profonde. Un homme, Arnault, allait bientôt redéfinir son avenir et celui du groupe qui deviendrait un titan du luxe. Avec une vision claire et une ambition sans limite, Arnault a investi 1,6 milliard de dollars pour établir une société holding en partenariat avec Guinness, un acteur influent qui détenait alors 24% des parts de LVMH. Mais pour lui, ce n'était que le début. Conscient du potentiel de cette industrie et animé par une volonté inébranlable de domination, il a fait un pas de plus. Il a déboursé 600 millions de dollars supplémentaires pour acquérir 13,5% de parts additionnelles, consolidant ainsi son statut de principal actionnaire du groupe. Toutefois, dans le monde impitoyable des affaires, être actionnaire majoritaire ne garantit pas forcément le contrôle absolu. Il savait que pour s'imposer, il devait aller encore plus loin. Moins de 6 mois plus tard, dans une démonstration magistrale de stratégie financière, il a injecté 500 millions de dollars supplémentaires. Cet investissement n'était pas anodin. Il lui a permis de porter sa participation totale à 43% du capital et 35% des droits de vote, lui offrant un outil redoutable, une minorité de blocage. Grâce à cette manœuvre, il a pu empêcher le démantèlement du groupe qui, sans cela, aurait pu tomber entre les mains d'intérêts concurrents. Avec cette prise de contrôle assurée, Arnault est passé à l'action. Il a renversé la direction en place, évinçant ceux qui se dressaient sur son chemin et s'est proclamé président du conseil de surveillance. Ce n'était pas un simple coup d'éclat, mais le début d'une ère nouvelle. Sous son règne, LVMH allait connaître une expansion sans précédent. Arnault ne s'est pas contenté de diriger LVMH. Son objectif était clair: étendre son empire au-delà des frontières traditionnelles du luxe. Il s'est lancé dans une course effrénée aux acquisitions, consolidant son influence dans l'industrie et s'ouvrant à de nouveaux secteurs prometteurs. Entre 1998 et 1201, il a fait preuve d'un flair visionnaire en diversifiant ses investissements vers un marché en pleine ébullition, la technologie. Il a pris des participations dans des entreprises émergentes comme Liberty Surf, Zebank et même Netflix, bien avant que ces sociétés ne deviennent des mastodontes. Son approche était méthodique. Tant qu'il détectait du potentiel, il investissait sans hésitation. Dans cette logique expansionniste, il a réalisé en 2011 un coup de maître: l'acquisition de plus de 50% des parts de Bulgari, la prestigieuse maison de joaillerie italienne, pour la somme vertigineuse de 5,2 milliards de dollars. Cette opération n'a fait que renforcer son emprise sur le marché du luxe. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a également injecté 641 millions de dollars dans la création de L Capital Asia, un fonds d'investissement stratégique destiné à conquérir le marché asiatique où la demande pour le luxe explosait. Avec une telle fortune à son actif, il n'est pas surprenant qu'Arnault ait développé un goût raffiné pour le luxe et l'exclusivité. Contrairement à d'autres milliardaires qui optent pour une discrétion absolue, lui a toujours affiché un style de vie fastueux, à l'image de ses acquisitions. Parmi les joyaux de son patrimoine, son super yacht Princess, estimé à 253 millions d'euros, témoigne de son penchant pour l'excellence et l'élégance. Avant cela, il possédait un navire de recherche de 70 mètres qu'il a finalement vendu en 2015. Mais son bijou ultime reste le Symphony, un yacht de 101 mètres construit par Fitship, l'un des chantiers navals les plus réputés des Pays-Bas. Ce navire, synonyme de prestige, est l'un des plus somptueux détenus par un milliardaire. Mais Arnault ne s'est pas arrêté aux mers. Passionné d'aviation, il a longtemps possédé un jet privé Bombardier Global 7500, enregistré sous l'immatriculation FGVMB. Pourtant,
Dans un retournement digne d'un thriller, il a été contraint de se séparer de son avion après qu'un utilisateur de Twitter a commencé à traquer ses déplacements, révélant ainsi l'ampleur de son usage des jets privés. Depuis, il préfère louer des avions et des hélicoptères, dépensant des millions de dollars chaque année pour garantir discrétion et confort absolu lors de ses voyages professionnels et personnels. Les milliardaires européens vivent sans aucun doute dans un luxe extravagant, mais le plus surprenant, c'est que leur fortune et leur style de vie restent relativement discrets comparés à d'autres magnates à travers le monde. Ce que nous considérons comme excessif, ici n'est qu'un simple point de départ ailleurs. Vous voulez en savoir plus sur ceux qui dominent véritablement la richesse mondiale? Ne manquez pas notre vidéo précédente où nous explorons le milliardaire le plus riche de Russie, un monde où la fortune atteint des sommets encore plus vertigineux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus.